Bienvenue dans ce Comics in Motion et rendons gloire à notre Seigneur et Maître Apocalypse. D'ailleurs, je ne vous ai jamais parlé de comment notre Seigneur est arrivé à la tête des USA. Non, l'autre. Oui, lui, faisant des mutants l'espèce dominante. Bon, on va rattraper ça grâce à l'omnibus des X-Men, l'ère d'Apocalypse qui vient de sortir. Pour écrire cette saga, c'est de nombreux scénaristes qui se sont reliés. Parmi eux, on peut citer Scott Lobdell, connu pour son passage sur les X-Men, pour son travail sur le début du Heroes Reborn des Fantastic Four et d'Iron Man, et plus récemment pour son passage sur la version New 52 des Teen Titans et de Redwood and the Outlaws. On peut aussi parler de Mark Waid, mais pour lui, je vous renvoie vers ma vidéo sur Archie pour en savoir un petit peu plus sur son œuvre. Fabian Nicieza, créateur de Deadpool et de Shatterstar, connu pour son passage sur les New Mutants, les Thunderbolts, la première série solo de Gambit, ou encore pour le duo Cable et Deadpool. Larry Hama, pour sa part, est connu pour son travail sur Wolverine, Elektra, pour avoir adapté la licence de jouets G.I. Joe en comics, ainsi que pour la création du personnage de Bucky O'Hare. Il y avait aussi Warren Ellis, le créateur de Transmétropolitan, de Planetary ou encore de The Authority, mais aussi Jeff Lobb, dont je vous ai déjà parlé sur la vidéo de Silence. En ce qui concerne l'aspect graphique, on retrouve une équipe All-Star avec Joey Madureira, connu pour sa création inachevée Battle Chaser, son passage sur la troisième version des Ultimates, le début de Avenging Spider-Man ou encore ses créations vidéoludiques comme Darksiders. On a aussi les frères Adam et Andy Kuberts. Adam connu pour ses Ultimate X-Men, son Peter Parker The Spectacular Spider-Man ou The Astonishing Spider-Man et Wolverine. Pour Andy, je vous renvoie vers ma vidéo sur Marvel 1602 pour en savoir plus. On retrouve aussi Tony Daniel, il est connu pour son travail sur Batman, mais aussi sur sa série The Tenth ou encore sur ses Teen Titans. On a encore pas mal d'artistes comme Salvador Larroca, Chris Bacalo, Carlos Pacheco, Terry Dodson ou Ian Churchill, mais citer le travail de tout le monde prendrait beaucoup de temps et on reviendra sur tous ces artistes dans une autre émission. La mort du professeur Xavier entraîne une profonde altération de la réalité. Les mutants vivent dans l'ère d'Apocalypse, où leur plus grand ennemi est devenu le principal leader de la planète, et où Magneto dirige une petite troupe de renégats, les X-Men. L'ère d'Apocalypse est sortie à partir de 1995 aux États-Unis chez Marvel Comics et en 1996 en France chez Semic. Il s'agit donc d'un crossover concernant tous les titres mutants de Marvel Comics ayant eu lieu entre 1995 et 1996. Déjà à cette époque, il était courant d'avoir des crossovers par famille chez Marvel, des crossovers Avengers, des crossovers mutants, des crossovers cosmiques. Mais celui-là avait un goût assez unique pour l'époque. On allait arrêter tous les titres mutants pour lancer de nouvelles séries à la place. C'est du moins ce qui a été annoncé dans le courrier des lecteurs en 1995. Et chose encore plus impensable, ils l'ont vraiment fait. Quelque chose de ce genre-là n'avait jamais été fait auparavant, et depuis d'autres events comme House of M ou Secret Wars ont bien tenté le coup, sans jamais vraiment réussir à reproduire le même impact. Internet était encore jeune, on était loin de cette culture du leak, du spoiler, permettant aux lecteurs de découvrir les choses au fur et à mesure. Scott Lobdell, scénariste important de l'univers X-Men de cette époque, explique que tout est parti d'un message de Bob Arras, éditeur en chef de chez Marvel à l'époque. Message qu'il lui avait laissé sur son répondeur. Et si Jubilé rentrait au manoir des X-Men et toutes les personnes qu'elle y croise prétendent être des X-Men, mais ce ne sont pas vraiment les X-Men. C'est là que la machine s'est emballée pour Lobdell qui commença à se dire « Et si elle avait tort ? Et s'il s'était passé quelque chose quand elle n'était pas là et que tous ces gens étaient vraiment du coup les X-Men ?» L'idée du voyage dans le temps est vite apparue comme une évidence. Un changement dans le passé faisant que les X-Men n'étaient plus vraiment les X-Men, et l'idée qui revint le plus souvent était de faire mourir Charles Xavier avant la création des X-Men. Les scénaristes voulaient que ce soit Légion, le fils de Xavier, qui tue son propre père. Mais pour quelle raison ? Et au final, c'est Fabian Nicieza qui arriva avec la solution. C'était un accident. Quelques semaines après, la décision a été prise que le tout serait un crossover de 4 mois qui toucherait tous les titres X-Men. Oui, tous les titres, même Génération X qui n'avait que quelques numéros derrière lui, pour qu'on ne considère pas le titre comme quelque chose de non important. Le marketing demanda alors à Arras comment vendre le concept, et il leur dit d'annoncer l'annulation des titres et d'annoncer de nouvelles séries à la place. En gros, il allait annoncer que les comics numéro 1 des ventes allaient tous s'arrêter. Et étrangement, les gars du marketing ont adoré l'idée. Bien qu'il y ait eu des réunions d'écriture avec des points clés à atteindre, Arras voulait surtout que les auteurs s'amusent. C'est d'ailleurs lors de ce crossover qu'un élément désormais habituel a été inventé, le comics préquel et celui de conclusion, qui ici s'appelle Alpha et Omega.
En effet, les auteurs se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu trop de choses à raconter en quelques pages et ont donc trouvé cette solution pour faire de l'exposition. Même le casting des équipes a été fait dans un diner entre créatifs avec Nick César qui voulait des personnages comme Tornade, Phoenix, Iceman ou Quicksilver, et de son côté Lobdell qui proposait des personnages les plus improbables comme Sunfire, Wildchild ou Morph, ce personnage apparu dans la série télé qui a servi à pas grand chose dans cette dernière. C'est à lui aussi qu'on doit l'idée d'avoir un dent de sabre avec un Wildchild en chaîne sur son bras, idée qui plaira beaucoup à Joey Madureira au passage. Mais c'est ça qui est important avec ce crossover, c'est la liberté qu'on a laissée aux auteurs, sachant que le tout n'allait durer que 4 mois. Et c'est donc souvent avec les mondes alternatifs qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Le succès a été tel que certains personnages ont quitté le monde d'Apocalypse pour gagner le nôtre, ou des designs ont été réutilisés par la suite. On parle quand même d'un monde où on a réutilisé le personnage de Blink dans les comics, mais aussi dans des films ou séries de la Fox. Même des années après la fin de ce crossover, on a eu droit à de nombreuses réapparitions de ces personnages ou de cet univers, devenant à terme l'une des terres parallèles préférées du monde Marvel, montrant à quel point ce crossover avait marqué son temps, mais aussi à quel point Marvel avait un petit peu du mal à se réinventer. Je dois bien l'avouer, l'ère d'Apocalypse est un événement assez spécial pour moi, puisque ça doit être le premier événement après ma découverte des X-Men, et donc des comics. Mais bon, promis, malgré tout, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Dans le cas de l'ère d'Apocalypse, un nouveau monde veut aussi dire nouvelle série. Ainsi, X-Factor est devenu Factor X, Wolverine est devenu Weapon X, Cable est devenu X-Man, Excalibur est devenu Excalibur, X-Force est devenu Gambit and the Externals, Génération X est devenu Génération Next, The Uncanny X-Men, The Astonishing X-Men ou encore X-Men est devenu Amazing X-Men. De quoi perdre le lecteur de l'époque à qui l'on n'a jamais annoncé que 4 mois plus tard, il allait retrouver ses anciennes séries. Qui dit changement d'univers dit aussi changement de personnage. Et c'est là qu'on peut voir l'importance de l'impact qu'a pu avoir Charles Xavier sur la vie des mutants. Sans Xavier dans sa vie, le fauve a toujours le même goût pour la science, mais plus du tout l'éthique qui va avec, en faisant une sorte de savant fou travaillant pour Mister Sinistre. Sans les X-Men, le chaotique dent de sabre n'est plus le tueur sanguinaire qu'il a pu être, mais un anti-héros remplaçant Wolverine dans l'équipe. Ou encore, la pauvre Magic trouve que son frère est un homme froid n'ayant quasiment plus d'âme. Et à côté de tous ces changements, certaines choses restent les mêmes. Ainsi, même si Cyclope est du côté obscur de l'Apocalypse, c'est toujours un gars qui suit les ordres et qui se dispute à longueur de temps avec son frère Havok. De même, Wolverine est toujours une machine à tuer et amoureux fou de Jean Grey. Vous savez ce qu'on dit, plus certaines choses changent et plus elles sont les mêmes. De même, cet univers est l'occasion de voir de nouveau intervenir des personnages morts ou mineurs en leur donnant cette fois toute la classe qu'ils méritent. Oui, je parle bien de Blink, Morph ou Sunfire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais l'ère d'Apocalypse est pour moi l'un des derniers classiques des X-Men. Ce qui est intéressant avec ce crossover mutant, c'est qu'on a de nombreuses séries et que chacune d'entre elles explore des voies variées. Bon, assez sombres toutes, mais entre le voyage spatial, la libération de camps ou des passages plus typés espions, on peut dire qu'on en a pour tous les goûts. En y pensant, on pourra trouver ça bien vu que le seul témoin de l'ancien monde soit Bishop. C'est quand même le mutant qui était venu du futur et qui servait aussi de témoin de l'échec du rêve de Xavier dans son monde. On peut même voir le tout comme une tragédie, puisqu'ici on ne parle plus d'acceptation du peuple mutant, mais bien de mutants s'opposant aux leurs afin de combattre un oppresseur et sauver un univers qui n'a jamais existé pour eux, où tous les moments de bonheur, même s'il y en a eu peu, n'existeront jamais. Alors oui, c'est un sacré saut de foi, mais une telle abnégation force le respect, non? Puis bon, c'est pas comme si au final ils avaient 12 000 autres possibilités, et le tout est même bien plus tactique que jamais vu que Magneto est plus ou moins obligé de séparer ses équipes et de les envoyer sur des fronts différents, ça afin de mener à bien différentes missions, mais surtout pour occuper Apocalypse et le détourner du vrai objectif final. Va envoyer tes X-Men au casse-pipe sur une hypothèse. Tu as déjà lu quelques comics X-Men, vu des films, les dessins animés, tu sais que Wolverine est un badass, que Cyclope suit les ordres, que Magneto est un homme avec un passé tragique et a été ami avec Charles Xavier dans le passé. C'est bon, tu as assez d'infos pour pouvoir te lancer dans cette saga. Après, c'est sûr que si tu connais ton univers mutant sur le bout des doigts, tu t'amuseras d'autant plus à reconnaître des personnages ou voir venir des références à des événements marquants de la continuité des X-Men. Mais le tout est très subtil, parce qu'au final, les scénaristes ont préféré passer plus de temps sur la création d'un nouveau statu quo plutôt que de s'appuyer sur l'ancien. Car ici, en fait, on a un Magneto qui plonge les yeux dans Apocalypse et qui peut voir le monstre qu'il aurait pu devenir si les choses avaient été différentes. Même si je vous l'accorde, Magneto n'a jamais été un aussi gros boucher que notre géant bleu. Et la beauté des mondes parallèles, c'est bien de pouvoir laisser aux auteurs la chance de faire quasiment ce qu'ils veulent avec les personnages. Ici, pas la peine de laisser les personnages en bon état à la fin de l'histoire comme dans la plupart des ongoing normales. Du coup, les scénaristes avaient prévu leur coup pour qu'un simple petit retour dans le temps ne puisse pas changer tout ce qu'Apocalypse avait fait, ou alors qu'un télépathe passe par là. Non, Apocalypse a bien sûr pris le temps de s'occuper de ces gens-là afin d'éviter tout ceci, et aussi nous éviter une fin tout ça pour ça, Age of Ultron. En fait, l'ère d'Apocalypse a les qualités et les défauts de son époque, les années 90. Comme tout comics plutôt ancien, il faut le prendre dans son contexte.
s'attendre à des histoires bien plus verbeuses que de nos jours, et même si j'ai pris beaucoup de plaisir à relire des épisodes, je me suis rendu compte que le tout avait pris un petit coup de vieux. Le tout est parfois un peu long, fait intervenir trop de personnages, certains passages sont parfois dispensables, et l'intérêt décroît un peu une fois la découverte de toutes les nouvelles versions faites. Et le tout est pour moi lié à cette sensation d'aller dans tous les sens, parce que les scénaristes ont voulu nous plonger en plein dans le chaos que connaissaient les personnages. De voir les fronts avancer en même temps, se croisant, s'affrontant, mais du coup, on perd beaucoup en efficacité. Et je ferai une mention spéciale pour le personnage de X-Man, la réadaptation de Cable, qui ici est une tête à claque sans personnalité et qui deviendra certainement le personnage mutant que j'ai le plus détesté de l'univers Marvel. Qui a dit jusqu'à l'arrivée de Hope Summers ? Ouais, ben t'as raison. Même si au sein du crossover, il ne sera jamais aussi pire que dans sa série solo suivante, le personnage étant trop puissant et souffrant du syndrome du Messie. Bref. L'ère d'Apocalypse est trouvable dans 2 collections, le Best of Marvel, Marvel Gold de Panini, ou en omnibus qui arrive bientôt, ou qui est déjà en rupture, tout dépend quand tu regardes cette vidéo et comment se passe la spéculation sur le web. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tout est assez ambitieux de la part de Panini, puisque ça doit être l'un de leurs plus gros omnibus à ce jour. Il ne reprend pas forcément le prélude, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant que ça devient incompréhensible. Et pour les complétistes, le prélude, lui, ça sera en Best of Marvel. Comment ça, tu trouves qu'Apocalypse te fait penser à un certain peintre raté allemand responsable du pire génocide possible ? Ah bon ? C'est parce qu'il mène une politique d'éradication des impurs ? Ou parce que son fils se nomme Holocauste, comme l'extermination des personnes juives ? Ou alors c'est parce que Weapon X trouve un journal d'une jeune fille qu'il décrit en disant qu'elle n'aura jamais 17 ans, comme une certaine Anne Frank ? Ou alors parce que Sunspot l'appelle Führer ? Non, ça me paraît pas évident, tu vas peut-être un peu trop loin. Non, plus sérieusement, il est assez intéressant de voir que l'adversaire ultime qui s'oppose à ce régime soit Magneto, lui qui a tant souffert du nazisme. Et pour continuer sur cette période historique, on peut voir dans l'ère d'Apocalypse une ressemblance avec le Maître du Haut Château, de Philippe K. Dick. Alors si tu connais pas, c'est un roman uchronique qui traite lui aussi d'un monde alternatif, dans lequel les USA sont aussi annexés, mais ici par l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Si tu l'as jamais lu, je te le recommande fortement, il y a aussi une bonne série sur Amazon. Et cette série est donc l'occasion de retrouver un Magneto qui n'est pas juste le super vilain comme on a pu le voir dans des histoires précédentes des X-Men. Non, on a retrouvé un Magneto tout en nuances, comme Chris Claremont pouvait l'écrire. Et c'est encore plus ironique de se dire que l'homme qui a le destin des X-Men, mais aussi des humains entre ses mains, était avant leur plus grand adversaire. Mais bon, ça aussi, Claremont l'avait déjà bien traité à l'époque de l'event Mutant Massacre. De même, le début de la relation entre Malicia et Magneto avait été traité par le scénariste dans ses derniers épisodes avant d'être abandonné. Loin de moi l'idée de dire qu'au final, on repompe juste ce qu'a fait Claremont. Non, ici les scénaristes ont su comprendre ce qui faisait les X-Men de cette époque, celle où ils avaient un succès fou, et le restituer dans l'histoire qu'ils voulaient raconter. Du coup, on se retrouve avec notre dose de drama, de combats épiques, de conflits interstellaires, un peu de soap opéra et même un voyage dans le temps. Les ingrédients parfaits pour une bonne saga des X-Men. Même l'introduction du crossover, Legion Quest, marche très bien et pourrait être une vraie fin pour les X-Men, avec les personnages qu'on aime qui regardent leur fin, et les voir se faire cristalliser à quelque chose qui va bien avec cette idée de geler un instant bien précis des X-Men, ceux des années 90. Wolverine passe ses derniers moments à affronter dans le sabre, Malicia et Gambit se touchent enfin, ça n'aurait pas pu finir autrement. Et si vous ne connaissez pas trop Légion, ou alors seulement par la série télé, vous allez être surpris de voir à quel point le personnage peut être creepy. On parle quand même d'un perso qui revient dans le temps, couche avec sa propre mère, certainement de force en plus, puis tue accidentellement son père, dont il recherche désespérément l'approbation, et provoque la fin du monde. On est quand même à un niveau freudien de l'Oedipe. Côté dessin, on a ce qui se faisait de mieux dans les années 90 chez Marvel. Bon oui, après le départ massif des super talents pour Image, mais de grands dessinateurs quand même, il n'y a quasiment que des artistes dont les noms sont aujourd'hui immensément respectés. On noterait quand même ici et là de grosses incohérences graphiques, des personnages féminins passant d'une coupe courte à une coupe longue d'un épisode à l'autre, rien de bien horrible, mais qui prouve que même s'il y a eu pas mal d'échanges entre les équipes, tout n'a pas été fait de la manière la plus carrée. Pour finir, X-Men l'ère d'Apocalypse est un produit de son époque, avec ses défauts et ses qualités. Alors oui, le tout a un peu vieilli, ça va un peu dans tous les sens, le ton est très sombre, comme beaucoup d'œuvres de cette décennie, mais on a en face de nous un produit qui ose des choses qui ne seraient plus possibles aujourd'hui. Bousculer le lecteur et laisser ses auteurs se faire plaisir avec les plus gros titres d'un éditeur. On vit quand même dans une époque où on a dû plus ou moins spoiler la fin de Secret Empire pour calmer les lecteurs, hein. Et c'est peut-être pour ça que cet event mutant a tellement marqué les esprits au point de ressortir des placards à la moindre occasion. Il fait donc partie de la grande histoire des mutants et marque par sa suite le début d'une certaine dégringolade en ce qui concerne la qualité des histoires. Et rien que pour toutes les bonnes choses que j'ai pu vous en dire, il mérite que vous plongiez le nez dedans quelques secondes, au moins pour le feuilleter. Une belle réinvention de l'univers mutant. Des ambiances différentes d'une série à l'autre. Une sensation de course contre la montre. De super chara-design. Une équipe artistique juste énorme. Une narration qui a pas mal vieilli.
Ça va dans tous les sens. Quoi, vous avez toujours pas compris que Nat Grey est naze? Et voilà, l'ère d'Apocalypse est terminée. Non, ce Comics in Motion est terminé. On a pu un peu plus découvrir ce crossover et peut-être vous donner envie de vous y plonger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur cet événement. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, et même à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Tu partages aussi la vidéo sur tes réseaux, on se rejoint sur Twitter, Facebook, Instagram, on va discuter de tout ça. Allez, et oublie pas qu'un bon mutant est un mutant mort. See ya!